Bien bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle activité, l'activité 5, suivi et contrôle des opérations d'achat et d'investissement, dans laquelle nous allons retrouver 4 chapitres et un certain nombre de tâches à valider. Pour bien comprendre où se situe ce nouveau chapitre, reprenons le processus d'achat avec ses 6 étapes. Au chapitre précédent, nous avons justement vu définition du besoin, recherche de fournisseurs et choix des fournisseurs au travers du processus de référencement. Comment référencer un fournisseur. Une fois que celui-ci est justement référencé, nous allons pouvoir passer à la 4e étape qui concerne notre chapitre 12, la négociation des contrats. Chapitre 12, préparer la négociation des contrats. Pour pouvoir introduire ce chapitre, nous avons quelques questions à nous poser. Première question, qui sont les acteurs en présence? Car en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, vous allez voir que nous n'allons pas négocier de la même manière. Également, quels sont mes objectifs par rapport aux critères de sélection que j'avais pu déterminer au moment de la sélection et du choix de mon fournisseur? Quels arguments et outils allez-vous utiliser? Et tout sera en connexion avec les acteurs en présence, mais également votre propre entreprise. Et quelles sont vos stratégies et tactiques, sachant qu'il y en a deux. Le mode compétitif où je serai plutôt contre mon fournisseur à vouloir à tout prix obtenir les différents avantages pour lesquels je vais combattre. Ou le mode coopératif, notre chapitre 11, où nous avons vu qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir un contact et une relation privilégiée avec ses fournisseurs. Pour pouvoir répondre à ces questions, une méthode, la méthode des 4 C. Le premier C, c'est connaître. Connaître l'acteur en présence, c'était la première question, avec un certain nombre d'informations à obtenir. Tout d'abord sur le produit, à savoir quelles sont les caractéristiques techniques de ce produit, sa qualité, prix, conditions d'achat, bref, vous devez connaître à tout prix parfaitement le produit qui vous est proposé par ce fournisseur, afin de pouvoir négocier un certain nombre d'éléments à son sujet. Deuxième élément, toujours pareil pour pouvoir préparer son argumentation, connaître son fournisseur, à savoir sa taille ou encore sa situation financière. À travers une des vidéos que vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'en fonction de l'acheteur et du fournisseur, les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, une entreprise qui va avoir 80% de son chiffre d'affaires dans mon entreprise, c'est le cas des agriculteurs avec la grande distribution. Vous comprenez que la grande distribution est celle qui va posséder le pouvoir le plus important dans la négociation. Et également au niveau d'une situation financière. La même chose, si la situation financière du fournisseur est relativement faible, en tout cas bancale, ça sera beaucoup plus facile pour moi de négocier avec lui. Quelle est la part de ce marché dans son chiffre d'affaires? C'est l'exemple avec l'agriculteur dont je vous ai parlé. Leurs propres fournisseurs à eux, leurs concurrents, donc bien connaître le marché sur lequel ils sont. Leurs points forts, leurs points faibles, leurs objectifs ou encore leurs techniques de vente, entre autres. Et au niveau du vendeur, le commercial que vous aurez en face de vous, son statut, sa personnalité, ses marges de manœuvre. Le tout comme objectif de maîtriser l'information, car c'est celui qui maîtrise l'information qui va maîtriser la relation dans la négociation. Le tout pour pouvoir anticiper leur réaction et anticiper les différentes options possibles que nous allons découvrir à travers un certain nombre d'outils. Deuxième élément à connaître, la typologie de ses propres achats. À savoir que nous allons avoir deux catégories d'achats. Première catégorie, les achats que l'on va appeler stratégiques, qui vont contribuer directement à la production de biens et de services de l'entreprise. Ils sont donc vitaux pour la compétitivité de l'entreprise. On va retrouver les matières premières, les machines à outils, ou encore tout produit support de l'activité tel que les emballages en carton. Et nous allons avoir une deuxième catégorie, les achats dits non stratégiques, qui n'entrent pas du tout dans le processus de fabrication. Ils sont néanmoins support de l'activité. C'est là que nous allons retrouver notre matériel informatique,
tout ce qui est lié à la téléphonie, service internet ou encore à l'assurance. C'est éventuellement au niveau de ces achats non stratégiques que vous allez pouvoir avoir un rôle pour votre stage de première année. Vous doutez bien que pour des achats stratégiques, on va avoir des acheteurs professionnels. Par contre, pour des plus petits achats, ça pourrait être intéressant de confier cette mission-là à un stagiaire de première année. Donc à vous de repérer quelques éléments ou encore de faire des propositions par rapport à ces achats non stratégiques. Toujours pour pouvoir un peu mieux connaître ces différents achats, voici quelques outils à mettre en œuvre. Premier outil, nous retrouvons encore une fois la méthode des 20-80, dit loi de Pareto. Nous sommes d'accord que dans la réalité, ces proportions-là sont rares à trouver. Néanmoins, l'idée c'est de dire qu'en suivant cette méthode, je puisse dégager un certain nombre de catégories ou de familles qui va me permettre de prendre des décisions au niveau de mes différents achats. En l'occurrence, l'idée ce serait de dire ici que 20% de mes articles correspond à 80% de mes stocks. J'aurai donc pour ces articles-là une gestion beaucoup plus approfondie, beaucoup plus poussée. En tout cas, ce seront des articles que je négocierai beaucoup plus sévèrement en quelque sorte que pour les autres, à savoir 80% des articles qui correspondraient à 20% de mes stocks où la gestion sera beaucoup plus souple. Une autre méthode, ABC, qui suit exactement, d'un point de vue en tout cas si je devais retravailler sur Excel, exactement le même principe que la loi de Pareto. Mais l'idée ici, ce serait de dégager non pas 2, mais 3 familles, avec une première famille A où 10% des articles correspondraient à 65% de mes stocks, qui représenterait dans ces cas-là mes achats stratégiques. Une famille B 25-25, où j'aurai donc des achats non stratégiques mais non négligeables à la négociation. Et une famille C 65-10, où là j'ai donc des achats non stratégiques mais complémentaires. Dernier outil à mettre en œuvre, la matrice des achats dit de Kraljic. Là nous avons une matrice relativement complexe à réaliser et vous aurez à ce propos un exercice à réaliser pour pouvoir bien comprendre comment elle se construit. Deux objectifs. Premier objectif, c'est donc d'analyser le portefeuille des achats d'une entreprise. Vous allez voir que nous allons dégager non pas 2 ou 3 familles, mais nous allons avoir 4 familles d'achats. Et pour chacune de ces familles, nous allons pouvoir déterminer la stratégie à suivre pour pouvoir préparer la négociation et optimiser les achats. Pour voilà construire deux critères. Premièrement, l'engagement financier. Il s'agit tout simplement du poids dans le budget de tous les achats, que ce soit en valeur ou en volume. Et deuxième critère, les contraintes ou risques liés à cet achat-là. Par exemple, est-ce qu'il est difficile de s'approvisionner l'achat en question par rapport à leur nombre de fournisseurs, si j'ai peu ou beaucoup de fournisseurs pour cet achat-là, leur localisation, s'ils sont situés localement par exemple ou à l'autre bout de la planète, est-ce que ça nécessite des technologies particulières pour le confectionner, est-ce qu'il existe des barrières douanières, bref, tout élément qui va me montrer qu'il est difficile d'obtenir cet achat. Et nous allons donc positionner nos différents articles autour de ces deux axes. Voici donc ma matrice avec ces deux axes. Et je vais avoir ici qui vont se dessiner les 4 familles dont je vous ai parlé. Première famille, je vais avoir des achats simples, c'est-à-dire des achats où l'engagement financier est peu important et où mes contraintes pour trouver ces produits sont relativement faibles, donc sont des produits faciles à trouver. C'est le cas par exemple des assurances ou encore de mes fournitures de bureau. Je vais avoir mes achats lourds, où là, toujours pareil, j'ai un grand nombre de fournisseurs, donc c'est quand même facile à trouver ces différents produits. Néanmoins, leur poids financier dans mon budget est très important. Ça peut être le cas de voitures, j'ai plein de concessionnaires à ma disposition. Par contre, si je dois acheter 10 véhicules pour mes commerciaux, cela va commencer à représenter un budget assez important. Pareil pour les produits informatiques en fonction du nombre de PC et également de serveurs que je dois acquérir. Troisième famille, les achats dits risqués.
Là, le poids n'est toujours pas important dans mon budget. Néanmoins, trouver ces produits commence à être compliqué. En tout cas, les contraintes sont de plus en plus fortes. Cela pourrait être le cas de mes emballages qui ne va pas représenter, ne vont pas coûter très cher. Par contre, en fonction de certains emballages, cela va être compliqué pour moi pour les trouver. Et la quatrième famille, les achats stratégiques. Là, le point financier est très important et les contraintes pour trouver ces produits le sont. Cela peut être le cas de certaines matières premières. J'ai donc 4 familles qui se dessinent et vous allez voir que en fait, les 2 familles de gauche, comme elles sont faciles, je dirais, à trouver, tous les produits qui en font partie, la stratégie va être de diminuer le nombre de fournisseurs pour pouvoir diminuer mes coûts. Moins j'ai des fournisseurs, plus je vais acheter en fait auprès du même fournisseur et dans ce cas-là, je vais pouvoir plus facilement négocier des tarifs préférentiels. Alors que dans les familles de droite, étant donné que le risque est plus ou moins grand, là je vais avoir une relation win-win, gagnant-gagnant. Et je vous réfère dans ces cas-là au chapitre précédent où on a vu quels sont les partenariats que nous pouvons mettre en place. Mais pour être un petit peu plus précis, voici les stratégies pour chaque famille que nous allons pouvoir mettre en place. Pour les achats simples, on va parler d'une stratégie minimaliste. Là, je vais passer peu de temps à la recherche de fournisseurs parce que ça reste très accessible et je n'ai pas de négociation, ça n'en vaut pas la peine, à part de principe, par exemple pour les assurances. Comme je vous disais, l'anecdote que je vous avais donnée la dernière fois, tous les ans, je peux essayer de voir pour pouvoir diminuer ce coût d'assurance. Cela ne va pas me prendre beaucoup de temps, 1 ou 2 jours, parce que voilà, toutes ces informations sont très faciles à obtenir. Pour mes achats lourds, par contre, je vais opter pour une stratégie d'opportunité. Là également, je vais mettre régulièrement mes fournisseurs en concurrence et je vais essayer d'agir sur les volumes pour négocier les prix à la baisse. Pour mes achats risqués, je reste toujours dans cette relation gagnant-gagnant avec une stratégie de coopération. Là, la négociation va se projeter sur le long terme et je vais pouvoir planifier mes achats à l'avance. Donc on sera plutôt sur les premières possibilités que nous avons vues dans le chapitre précédent. Alors que pour mes achats stratégiques, là je vais réellement mettre en place une stratégie de partenariat. Donc je vais plutôt me rapprocher de l'EDI ou encore de la Supply Chain Management. Vous retrouverez des explications complémentaires auprès de votre fournisseur et avoir une collaboration car cette matrice la plus logique est assez connue, assez utilisée. Vous trouverez d'ailleurs plusieurs tutos sur YouTube pour pouvoir peut-être un peu mieux comprendre et compléter mes différentes explications. On retrouve cette matrice dans les écoles de commerce ou dans les spécialistes au niveau des achats. Le deuxième C, on est sur comprendre. L'objectif ici est de recenser toutes les zones d'ombre entourant la réponse du prestataire à un appel d'offres avant de démarrer la négociation. On doit comprendre que si jamais j'ai déjà des questions ou si j'ai des zones sur des informations concernant mon futur prestataire, l'idée est de pouvoir connaître toutes ces informations pour pouvoir démarrer la négociation. Mais avec en plus cette connaissance la plus aboutie de mon fournisseur, je dois également faire mon autocritique. Par exemple, étant donné que, en fonction de mes achats, je suis passé par exemple, un cahier des charges, est-ce que celui-ci a été suffisamment précis? Est-ce que moi-même, j'ai donné toutes les informations nécessaires pour obtenir la prestation et le produit de mes rêves? Également, si je suis passé par un appel d'offres, est-ce que cet appel d'offres s'est réalisé dans de bonnes conditions? Est-ce que les différents délais, les différents documents que j'ai demandés, tout était suffisamment précis et n'aurait pas engendré par exemple d'erreurs de la part de mon prestataire? J'arrive tout de suite à mon troisième C comme convaincre. Pour pouvoir convaincre, je dois déjà voir les points à négocier. Qu'est-ce que je peux négocier auprès de mon fournisseur? Je peux négocier dans un premier temps la qualité du produit. Est-ce que cette qualité-là est suffisante ou est-ce qu'elle est surestimée? Parce que évidemment, cela va avoir un impact sur le prix.
Si je suis un confectionneur de vêtements, il faut que je m'assure que la qualité de la laine, en tout cas de mon vêtement, corresponde en tout cas à ce que j'attends. Vous souvenez-vous du carré de qualité dont on a parlé dans un chapitre précédent. Autre point bien entendu à négocier, le prix en fonction du volume, de la durée du contrat, du chiffre d'affaires annuel. Voici quelques éléments qui vont me permettre de négocier auprès de mon fournisseur. Plus mon volume sera important, plus la durée de mon contrat sera important ou plus le chiffre d'affaires que je vais représenter chez mon fournisseur sera important et plus je pourrai négocier ce critère-là. Troisième point très important, les délais de livraison. Mon fournisseur peut me demander une quantité minimum par livraison, il peut me demander également une cadence, une fréquence. Je veux que vous m'achetiez toutes les 2 semaines, tous les mois, et tout cela va pouvoir me permettre également de négocier ces différents délais. Lié à la livraison, j'ai également les conditions de livraison par rapport au tarif. Est-ce que je peux négocier un franco de port ou est-ce que ce sera un port dû et le tarif que mon fournisseur me proposera pourra également être négocié. Les conditions de règlement, les délais selon le degré de confiance. Est-ce qu'on va d'abord dans un premier temps commencer peut-être à 45 jours, plutôt paiement comptant pour commencer, et au fur et à mesure que notre partenariat perdurera, on pourra commencer à avoir des délais qui vont être de plus en plus importants. Et dans mes conditions de règlement, bien entendu, les différentes réductions. Est-ce que je peux négocier mon prix grâce à certaines réductions, remises, rabais, ristournes que je pourrais obtenir en fonction de la relation et de mon achat. Et je vais avoir tout plein d'autres prestations comme l'assurance, la garantie, les formations et également tous les critères qui sont liés à ma politique RSE que vous aurez à rechercher pendant cette période auquel nous allons être confrontés. En tout cas, ces différents points, je vais les retravailler et les retrouver dans une fiche de préparation de négociation que vous allez avoir en annexe. À quoi ressemble cette fiche de préparation? Eh bien, c'est tout simplement un tableau où je vais avoir différentes colonnes. Premier élément, bien entendu, quelle est la clause à négocier? Je reprends les critères que nous avons vus précédemment et je prends par exemple le prix. Et je vais voir quelle est l'offre initiale. Mon fournisseur me propose 3 300 €. Et je vais me définir, moi, un objectif à atteindre. Je veux obtenir 3 000 € par rapport à ce prix. J'ai plusieurs types de positions à adopter. Est-ce que je peux être ferme par rapport à ça? Je veux absolument obtenir ces 3 000 €. Ou est-ce que je peux être souple pour pouvoir être ferme justement sur d'autres critères? Pour chaque clause, je vais forcément avoir un argument à développer. Ici, je pourrais préciser que la durée du contrat est relativement longue, d'où une négociation possible. Et je vais avoir un ordre de négociation. Vous allez voir que nous allons utiliser un autre outil qui va se jumeler justement avec cette fiche de préparation à la négociation. Donc ordre de négociation, c'est que ça sera la 3e clause que je vais négocier. Et je me précise également pour moi, négociateur, quel est le niveau de difficulté attendu pour me préparer. Également savoir dans quel ordre je vais placer cette négociation. Là, je le précise que ce sera un niveau de difficulté moyen. À cette fiche de préparation de la négociation, on va utiliser un deuxième outil. Les deux outils sont indissociables. Et ce deuxième outil, c'est la matrice de négociation des achats. Deux objectifs. Cette matrice va mettre en évidence les points à discuter et les zones de blocage. Et elle va permettre de négocier les clauses en suivant un ordre de difficulté croissante. Vous comprenez que en tant qu'acheteur professionnel, j'ai donc plusieurs clauses, celles que nous avons vues précédemment, à négocier, et je ne vais pas commencer par la plus compliquée, comme par exemple le nerf de la guerre de toute négociation, le prix. Si mon fournisseur arrive et je commence tout de suite par l'attaquer sur le prix, vous comprenez que ceci ne va pas créer un climat favorable à la négociation, ça va créer des tensions tout de suite, et cela pourra même aller jusqu'à rompre la négociation ou la relation. On va donc commencer par entrer par des clauses faciles et ensuite, tout le monde le sait, on va arriver à un moment donné à des clauses un petit peu plus complexes.
Voici à quoi ressemble donc cette matrice. Je retrouve, comme vous pouvez le constater, à la fois mon vendeur, donc mon fournisseur, et moi en tant qu'acheteur. Et je vais donc avoir différents degrés au niveau de ma souplesse ou difficulté à la négociation. Le niveau 1, je vais avoir des clauses qui seront donc non négociables. Non négociables pour mon fournisseur ou non négociables pour moi. Je vais avoir des clauses plus difficiles à trancher, mon niveau 2, et je vais avoir des concessions envisageables, c'est-à-dire où je pourrais être très souple. Et je vais donc commencer ma négociation par ici. Une zone verte où ma négociation sera justement facile et favorable pour moi. Comme vous le constatez, ce sera des clauses qui seront faciles à négocier pour mon vendeur, mais qui seront néanmoins très importantes pour moi. Je commence donc à gagner tout en me facilitant la négociation. Puis, je vais continuer ma négociation en entrant vers d'autres clauses où cette fois-ci la négociation sera possible. Parce que moi, dans tous les cas, ça reste toujours important, par exemple ici, mais pour mon fournisseur, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais tout reste encore possible. Même profil ici, je vais avoir des clauses qui seront donc très faciles pour mon vendeur à négocier. Par contre, pour moi, ce sera toujours difficile à trancher. Et il va me rester en tout 3 autres zones qui seront donc chacune assez particulières, à commencer par cette zone. Cette zone, autant pour le vendeur que pour l'acheteur, les concessions sont envisageables. Ce sont les jokers, c'est ce qui me permet de gagner à chaque fois. Si je commence à voir justement un point de rupture arriver, que bon, le prix ça reste toujours très compliqué à négocier, on peut basculer sur une autre clause où on sait que automatiquement ce sera très facile autant pour l'un que pour l'autre. J'ai par contre ici, pour l'acheteur et pour le vendeur, des clauses qui seront difficiles à trancher. C'est là que je vais avoir une zone de troc. Si par exemple j'ai 2 clauses qui seront donc difficiles autant pour moi que pour lui, eh bien je vais pouvoir troquer. Ok, moi je vais en tant qu'acheteur faire un effort sur cette clause-là. Par contre, à toi, fais un effort sur une autre. Et je vais avoir cette zone plus complexe où autant pour l'acheteur que pour le vendeur, ce seront donc des clauses non négociables. On va souvent retrouver le prix ici. C'est une zone de blocage ou de rupture qui sera donc difficile à mener et ce sera bien entendu la dernière ou les dernières clauses à négocier avec mon fournisseur après avoir négocié au préalable toutes les clauses plus ou moins faciles mais possibles à négocier au préalable. Toujours dans Convaincre, nous allons compléter avec les arguments. Vous vous souvenez que dans la fiche de préparation de la négociation, il y avait pour chaque clause des arguments à préparer. Nous allons donc voir, moi en tant qu'acheteur, les différents arguments que je peux exposer à mon fournisseur et les avantages qu'il lui va pouvoir en tirer. Premier argument, la notoriété de notre entreprise. Pour le fournisseur, ce serait de disposer d'une référence client. Par exemple, si mon fournisseur est une jeune entreprise et que je suis moi une entreprise à forte notoriété, cela pourra lui représenter une bonne référence qu'il pourra exposer pour de futurs contrats. L'appartenance à un groupe industriel important. L'avantage pour le fournisseur, ce sera des possibilités de vente future ou croissantes, étant donné que si moi j'appartiens à un grand groupe comme GBH, peut-être que d'autres filiales de ce groupe pourra faire appel à ce fournisseur. Et par la même occasion, deuxième avantage, c'est une garantie financière, car globalement, je sais que j'ai un poids d'argent assez important qui m'empêchera d'arriver à des cessations de paiement. Troisième argument, la proposition d'exclusivité, donc à savoir que je ne vais travailler qu'avec ce fournisseur, tout dépend bien évidemment du produit ou de la prestation. L'avantage pour mon fournisseur d'être référencé uniquement lui, en tout cas dans ma base de données. Quatrième argument, la stabilité financière de notre entreprise, soit parce que je fais partie d'un grand groupe, soit tout simplement parce que mon bilan et mon compte de résultats sont sains, ma comptabilité est saine, ce qui me garantit donc un règlement, sachant que cela reste, vous vous souvenez, un quart des défaillances des entreprises sont suite à des impayés, c'est donc un argument de poids avec un fournisseur.
Cinquième argument, la certification d'un produit ou d'un processus pour montrer le côté sérieux et engagé de mon entreprise. Donc si mon entreprise est labellisée agriculture biologique ou une norme ISO quelconque, cela va pouvoir montrer le côté sérieux. Vous le verrez d'ailleurs par les exercices que je vous ai proposés par la suite. Les prévisions de vente, évidemment, si j'ai des prévisions qui restent positives, cela pourra être la possibilité de contrats plus importants et surtout une relation durable. Si je suis dans l'hôtellerie, la restauration, en Guadeloupe, bon, mis à part les incidents derniers, nous avions une hausse du tourisme, ce qui fait que dans ce secteur-là, on pouvait prévoir des ventes de plus en plus positives. La fidélité de l'entreprise envers ses partenaires, donc la possibilité, en tout cas l'avantage d'avoir une garantie d'un partenariat durable. Je vous fais référence à tout ce que vous avez vu dans le chapitre 11 et également à travers les exercices que vous allez réaliser. Et donc pour conclure cette partie sur les arguments, évidemment face à mon négociateur, il va falloir apporter du concret. Donc si je parle de prévision des ventes, il faut un graphique, il me faut des témoignages, bref, tout élément visuel et concret surtout, donc des preuves de tout ce que je peux avancer pour le prouver tout simplement à mon interlocuteur. Dernier élément pour convaincre, à savoir au niveau des techniques. Une petite expression qui dit que quand tu dis oui, tu es esclave et quand tu dis non, tu deviens maître. Donc tout simplement par rapport à l'inversion du rapport de force avec le vendeur qui cherchera à tout prix de trouver une solution. Donc on n'est plus trop, je dirais, il y a deux tendances à l'heure actuelle. Vous allez le découvrir toujours pareil avec les exercices. Une tendance où on va avoir justement une recherche de collaboration pour pouvoir grandir ensemble, avoir des effets de synergie, des capacités d'innovation. Bref, on a tout intérêt à travailler ensemble et tout est fait à l'heure actuelle pour forcer un petit peu les entreprises à travailler ensemble, mais il reste encore des rapports de force plutôt conflictuels, hein, le mode compétitif que nous avons vu en introduction, où le vendeur ou le fournisseur aura toujours une tendance à, à forcer la main et à vouloir vendre à tout prix ou acheter à tout prix aux conditions qu'il l'imposera à son partenaire. De ce fait, d'autres petites techniques comme la maîtrise du temps et du timing, vous l'avez en exemple dans les vidéos, hein, on va mettre la pression par rapport au temps qu'il nous reste avec notre interlocuteur. On peut dévaloriser le produit, pareil à travers la vidéo, vous aviez un exemple où on précise que les produits ne tournent pas, ils ne sont pas suffisamment rentables, les clients ne les achètent pas assez. Et la culpabilisation sur la marge, vous aviez deux exemples dans les vidéos qui vous montrent encore que je perds de la marge en tant qu'acheteur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir justement trouver une solution par rapport à cette perte-là. Et le dernier, c'est pour conclure, avec objectif identifier au préalable le moment de terminer une négociation lorsque les objectifs mutuels sont atteints. Ne pas continuer ou revenir sur certains éléments qui sont déjà négociés. Et donc les clés d'une négociation réussie, c'est bien la qualité de sa préparation, comme beaucoup d'éléments que nous avons pu voir jusqu'à présent. Et là, vous le constatez avec un grand nombre d'outils à préparer. Et également la capacité à créer le dialogue avec l'autre, tout dépend, je dirais, du mode que vous voulez avoir et opérer avec ce fournisseur. Est-ce que ce sera plutôt un mode coopératif ou plutôt un mode compétitif? Donc des réflexions à mener en tout cas au préalable avant toute négociation. Un dernier élément que nous allons voir dans ce chapitre, à savoir calculer les indicateurs de rentabilité. Comme vous le savez, le nerf de la guerre, cela reste le prix, mais derrière ce prix se cache tout un tas d'éléments avec des indicateurs que vous avez déjà découverts, pour certains en tout cas aperçus avec EBP. Et là, en introduction à cette partie, les décompositions du prix d'un t-shirt, où vous pouvez constater pour un prix de vente à 29 €, tous les prix avec les intermédiaires, les différents coûts que ça peut engendrer jusqu'au salaire du couturier ou des couturières.
Dans les premiers indicateurs, tout va partir de ce qu'on appelle les coûts complets. Là, vous avez donc une annexe à utiliser pour pouvoir la compléter. On commence tout simplement par les différents coûts de production, où je vais retrouver dans un premier temps les coûts d'achat, donc je vais avoir mes matières premières et mes transports, mais je vais également avoir mes frais de production. Si j'ai des salaires à payer, des loyers également à payer ou des machines à acheter, voilà, tous ces éléments vont constituer mes coûts de production. Et on va les distinguer avec les coûts de commercialisation qui font quand même partie de ce que le produit représente, à savoir la publicité, le transport, mais aussi la manutention. Si j'additionne ces deux coûts, cela me revient à ce qu'on appelle le coût de revient, ou encore le coût d'achat hors taxe ou prix d'achat hors taxe. Il y a une différence entre si j'ai une activité de transformation, dans ces cas-là j'ai un coût de revient, si j'additionne réellement mon coût de production et mon coût de commercialisation, mais si je ne suis qu'un revendeur, si j'achète un produit déjà fini pour pouvoir le revendre comme tous les grands distributeurs comme la grande distribution, Carrefour ou même tout simplement le Lolo du coin, nous avons donc un prix d'achat hors taxe. À ce coût de revient au prix d'achat hors taxe, c'est ici que je vais rajouter la marge commerciale. C'est l'argent que je vais dégager et que je vais donc toucher à la fin du mois. Le coût de revient au coût d'achat plus la marge commerciale me donne mon prix de vente hors taxe ou chiffre d'affaires hors taxe, auquel j'ajoute la TVA. Et si j'additionne prix de vente hors taxe plus TVA, j'obtiens donc prix de vente TTC ou chiffre d'affaires TTC. Je vous renvoie, comme je vous disais, à EBP, où vous aviez justement un grand nombre de renseignements à indiquer, ou du moins vous étiez juste partie du prix d'achat, et tout justement se calculait automatiquement. Néanmoins, là, vous voyez que je peux paramétrer, partir du prix de revient, ou du prix de vente, ou du prix de vente TTC, ou prix de vente hors taxe, mais également, on a deux taux très répandus, à savoir le taux de marge ou le taux de marque. Nous allons donc voir comment le calculer. Premier indicateur à utiliser, le taux de marge. Pour le calculer, c'est très simple. On part tout simplement ici de mon prix d'achat et de ma marge commerciale et de mon prix de vente hors taxe. On a le premier calcul qui est tout simplement prix d'achat hors taxe plus marge commerciale égale prix de vente hors taxe. Mon taux de marge, c'est tout simplement ma marge commerciale sur mon prix d'achat hors taxe, multiplié par 100. Ça me donne donc dans ces cas-là un pourcentage. Mais à partir de ça, formule mathématique, je peux retrouver également mon prix de vente hors taxe en faisant tout simplement prix d'achat hors taxe multiplié par 1 plus mon taux de marge. Ça reste des formules mathématiques, il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à appliquer et connaître ces différentes formules. Ce taux de marge agit directement sur la compétitivité de l'entreprise car il exprime la performance globale ou par section de l'entreprise. C'est là qu'on retrouvait le fameux taux de marge que dans la vidéo, l'acheteur était en train de négocier. Il avait perdu de 42, était passé à 38% de marge et il voulait récupérer la perte des 4% donc de différence qu'il y avait dans l'évolution de ces taux de marge. Deuxième indicateur, le taux de marque cette fois-ci. Donc je vous ai laissé la formule du taux de marge pour pouvoir comparer, car le taux de marque est très proche. Je retrouve encore ma marge commerciale. Par contre, cette fois-ci, je vais la diviser avec mon prix de vente hors taxe multiplié par 100. Il y a même un moyen mémotechnique pour retenir. Le taux de marge, c'est AG, comme une personne âgée, alors que le taux de marque, c'est VQ. Donc là, vous voyez, ce sont donc simplement des lettres qui changent entre taux de marge et taux de marque, et prix d'achat et le prix de vente. Toujours pareil, formule mathématique qui nous permet de, à partir de ce taux de marque, de retrouver mon prix de vente hors taxe. Cette fois-ci, c'est à partir de mon prix d'achat hors taxe divisé par 1 moins taux de marque. Ce taux de marque, lui, mesure la part de la marge dans le prix de vente.
Pour mieux comprendre la différence entre les deux et le calcul, prenons tout simplement un exemple. J'ai un produit qui me coûte 100 € à l'achat, auquel je vais rajouter ma marge commerciale de 30 €, ce qui me fait donc un prix de vente hors taxe de 130 €. Si j'utilise donc ma marge commerciale pour la diviser avec mon prix d'achat hors taxe, j'obtiens donc mon taux de marge, ce qui fait 30 divisé par 100, multiplié par 100, ça me fait donc 30% de taux de marge. Par contre, si je divise ma marge commerciale par mon prix de vente hors taxe, je vais dans ces cas-là obtenir mon taux de marque. Et donc, marge commerciale divisée par prix de vente hors taxe, 30 divisé par 130 multiplié par 100, j'obtiens donc un taux de marque de 23,08%. Dernier indicateur que nous allons voir, celui qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Celui-ci, il permet d'obtenir directement le prix de vente hors taxe ou TTC à partir du coût d'achat. Donc on peut le calculer de différentes manières, à partir du taux de marque où j'ai donc le coefficient multiplicateur égal 100 divisé par 100 moins le taux de marque. Donc là pour 100 divisé par 100 moins 23,08, donc l'exemple de tout à l'heure, j'obtiens donc un coefficient multiplicateur de 1,3. Mais je peux également l'avoir, et c'est généralement la version la plus simple, à partir du prix de vente hors taxe ou TTC, tout dépend de si je me situe en B2B ou en B2C, où cette fois-ci le coefficient multiplicateur, je l'obtiens en faisant prix de vente hors taxe ou TTC divisé par le prix d'achat hors taxe. Par exemple, dans la restauration, donc le domaine que je connais le mieux, nous avons traditionnellement un coefficient multiplicateur de 4 pour les boissons. C'est-à-dire que si j'achète une bouteille de vin à 5 €, je vais directement la multiplier par 4 pour la vendre à 20 €. Ici dans l'exemple, si je refais donc avec l'exemple précédent, 130 divisé par 100, je retrouve à nouveau mon 1,3 de coefficient multiplicateur.